que le monde connaît. Aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord d'éléments sur ce qui est utilisé, comment est utilisé cette, ce système de protection avec les ventilateurs respirateurs et voir quels sont les principes pour la décontamination. Il y a trois méthodes primaires pour la décontamination N95 pour voir quelle est la méthode d'attente et réutilisation après avoir parlé aussi de vapeur d'hydrogène peroxyde. Et vous devriez comprendre quelles sont les considérations, les éléments pour l'évaluation, les protocoles de décontamination N95 qui peuvent être utilisés dans votre système. Nous allons voir maintenant quels sont les processus pour COVID-19. Bonjour, je m'appelle Ashley Stesinski. Je suis une interne pour les maladies infectieuses au Centre de santé Fogarty, l'Université de Stanford. Je vais voir quels sont les PPE, les équipements de protection personnelle, et une vulnérabilité spécifique pour l'Espagne. Next slide. I just want to make the point here that PPE is only one of many strategies to reduce the risk to healthcare workers, and it is the least effective. PPE use should be coupled with strategies that minimize the amount of virus present in the healthcare facility. For example, triage and cohorting systems can reduce healthcare workers from becoming exposed to potentially infected individuals. Similarly, improving ventilation or enhancing hand washing can lower the burden of infectious particles in the environment. Next slide. To understand what PPE is required, we first have to understand how SARS-CoV-2 is transmitted. Here we have an overview of the chain of infection. We start with an infectious agent, which in this case is SARS-CoV-2. Next. Great. And this is the virus that causes COVID-19. The reservoir of this virus can be either asymptomatic or symptomatic individuals. Recent estimates suggest that 25 or even up to 50% of people may be asymptomatic, but can still be spreading the virus. Il peut y avoir des personnes qui sont asymptomatiques et qui peuvent propager le virus. Dans le contexte de sécrétion respiratoire, peut être généré par le tout, l'éternuement ou même le fait de parler. Nous savons qu'il y a trois modes de transmission principaux. Ceci inclut des gouttelettes, le contact et les routes aérosols. Et ceci est dû au fait qu'il y a des récepteurs pour le virus dans l'épithélium et également dans le tract respiratoire inférieur. Le virus ne peut pas entrer en contact par la peau. La seule façon pour que la transmission ait lieu, c'est parce que le virus passe par le mucus. Nous n'avons pas d'éléments de la transmission aérosol. Il faut être près de la source, en fait, 1 ou 2 mètres de distance des gouttelettes ou 1 ou 2 mètres d'aérosol et également en fonction de la taille de la particule. Nous pensons maintenant que la transmission est surtout par gouttelettes avec quelques exceptions dans l'ensemble, avec des procédures d'aérosol qui sont menées à terme avec, par exemple, des intubations ou des prélèvements. Tout le monde est en fait susceptible d'être porteur. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le type d'équipement de protection personnelle nécessaire dépend du mode de transmission auquel vous êtes exposé, comme on vient de l'expliquer. Par exemple, si vous rentrez dans une zone mais sans
contact avec les patients, vous avez seulement besoin d'un masque de chirurgien comme protection. Mais si vous avez un soin direct avec les patients, vous avez besoin d'une protection contre les gouttelettes et la transmission de contact. Donc, en plus d'un masque, vous avez besoin de gants et de vêtements de protection. Avec les gouttelettes qui sont en contact direct avec votre visage, vous avez besoin de protection faciale. Si vous avez un risque d'aérosol avec des procédures d'aérosol, un masque de chirurgien n'est pas suffisant. Vous avez besoin de plus de protection comme N95 ou FFP2 pour que les particules soient plus filtrées. Les techniciens de laboratoire et les personnes du nettoyage ont besoin de l'équipement dont ont besoin les visiteurs. Cette recommandation d'équipement professionnel, de protection personnelle est recommandée également par l'OMS. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Est-ce que les diapositives peuvent être vues? Il semble que nous avons un petit problème d'ordre technique. Un peu de patience, s'il vous plaît. So just to keep the presentation moving. Alors, pour que la présentation continue, je peux aborder les questions de recommandations d'équipement de protection personnelle. Ah, voilà, on est revenu sur les écrans. Très bien. Alors, pour une révision des interventions pour éviter la propagation des virus respiratoires, avec des recommandations d'utilisation d'équipements de protection personnelle, c'est le fruit d'études qui ont été conduites avec les différentes équipes d'analyse. Nous avons anticipé qu'il y aura une efficacité pour le COVID-19 SARS-2. Se laver les mains et le port du masque avec les interventions les plus robustes avec différents modèles dans différentes études. Le port du masque avait inclus les masques de chirurgie ou le vêtement. Avec les intervalles, difficile d'identifier une seule intervention qui soit la plus importante, mais chacune de ces composantes montre 50 à 90% de protection dans l'ensemble. Alors que l'équipement de protection personnelle est excellent, davantage d'équipements de protection ne veut pas dire davantage de protection. Deux choses qui ne sont pas nécessaires, c'est se couvrir la tête et se couvrir les chemises et les chaussures. La raison est que ce n'est pas une voie de propagation pour le virus. En fait, les soignants sont en plus de risque d'être exposés au virus durant l'enlèvement d'équipements de protection personnelle. Et en particulier, enlever les protections des cheveux et des chaussures amène davantage de risques de contamination. Et c'est donc le risque de port de trop d'équipements de protection personnelle. Suivante. Pour réduire l'autocontamination, il est important de suivre des pratiques sûres. La chose la plus importante est de ne pas toucher l'extérieur de l'équipement de protection personnelle qui peut être contaminé. Les gants doivent être enlevés tout d'abord parce que c'est ce qui est le plus contaminé. On peut prendre l'extrémité du gant, le soutenir, l'enlever, tenir le gant enlevé dans l'autre main où le gant est encore présent et ensuite continuer à enlever ce deuxième gant. Ensuite, on peut enlever les protections des yeux. Ensuite, on peut enlever le masque sans toucher le visage.
Au niveau 4, c'est le masque qui est envoyé, comme ça a été démontré ici. Et ensuite, il faut se laver les mains après l'enlèvement de l'équipement de protection personnelle. C'est la phase la plus importante. Il y a 3 façons de continuer à se protéger, même avec du PPE limité. C'est des situations qui sont moins idéales, mais qui sont soutenues et encouragées par l'OMS et la CDC avec des ressources limitées. La première stratégie, c'est l'usage prolongé, ce qui veut dire d'utiliser l'équipement de protection pour une intervention prolongée ou pour plusieurs patients. On peut utiliser le même équipement pour votre tour si vous n'avez pas contaminé. La décontamination et la réutilisation est une autre manière d'utiliser cet équipement de protection pour que ce soit une possibilité plus sûre que pas de protection du tout. Mais il faut utiliser une méthode qui soit efficace sans mettre en compromis la qualité de l'équipement de protection personnelle. Ensuite, lorsqu'il n'y a pas d'équipement disponible, on peut faire la substitution. Ces substitutions offrent moins de protection, mais cela peut être utilisé pour une protection minimale, même s'il n'y a rien d'autre disponible. Si vous avez de l'EPP ou pas, l'hygiène des mains reste l'aspect le plus important pour les personnels sanitaires. Dans l'ensemble de cette crise, se laver les mains avec du savon est une excellente manière de se protéger. Lors d'une étude, on a vu que les contaminations étaient souvent causées par une méthode insuffisante de se laver les mains. Il est donc extrêmement important que se laver les mains soit fait de manière correcte. Un des éléments les plus critiques de l'EPP pendant la crise, c'est l'utilisation d'un masque facial. C'est dû au fait que les gouttes et la transmission aérosol sont les vecteurs principaux pour la transmission du virus COVID. Les masques FFP2 offrent la meilleure protection pour ceci. Il doit également y avoir une protection avec les masques de chirurgien contre les gouttelettes. C'est bon pour la plupart des activités. Un masque de toile est seulement utilisable s'il n'y a rien d'autre. N95 et FFP2 peuvent être utilisés jusqu'à 6 heures maximum. Je ne vais pas parler de la décontamination, puisque nous allons voir cela en plus de détail plus tard. Le masque de chirurgien permet la réutilisation, même s'il est recommandé de ne plus utiliser ces masques. Si vous allez réutiliser les masques, vous devez savoir qu'il peut y avoir déjà une contamination. S'il n'y a pas de masque N95 ou FFP2 et on doit faire une procédure chirurgicale, les masques de chirurgien est la meilleure option avec également un écran pour le visage. Les masques en toile doivent être le dernier recours. Si vous devez utiliser un masque de toile, du coton combiné avec d'autres types de toiles peuvent donner une filtration raisonnable. Cependant, l'efficacité dépendra non seulement du type de toile, mais également de la protection autour du nez et de la bouche. Si vous regardez ceci, même avec un masque N95, avec des ouvertures sur les côtés, il y a moins d'efficacité. Donc, le matériel est aussi important que l'adaptabilité au visage. L'objectif des gants est de réduire le nombre de virus qui sont sur vos mains. Cependant, le nombre de virus sur les mains n'amène pas à l'infection, sauf les mains sont avec contact avec un portail d'entrée, mucus, membrane, les yeux, le nez et la bouche. La protection peut également être obtenue avec un bon lavage de mains. Il est donc clair que les gants augmentent l'hygiène et la protection. Il s'agit surtout de ne pas propager l'infection entre les patients. Cependant, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de gants, il est clair que l'hydroalcoolique peut améliorer la protection. Si vous n'avez pas de gants, vous devez vous laver les mains davantage pour avoir une protection accrue.
Est-ce que nous avons besoin de protection avec des masques pour les yeux? Il y a-t-il une différence entre l'écran et les lunettes? Oui et non. L'OMS et le CDC recommandent ceci comme protection pour les yeux. Selon d'autres études, nous savons que les écrans peuvent réduire la contamination de la partie extérieure des masques, puisqu'il y a une transmission de virus. Nous voyons une contamination externe qui peut être réduite pour les travailleurs de la santé. Également, ces écrans proposent 60 à 90 de réduction à l'exposition aérosol. Pendant la première crise de SARS, nous avons vu une réduction avec les infirmières qui portaient ces écrans par rapport à ceux qui ne le portaient pas. Ceci peut être réutilisé de manière indéfinie avec une décontamination qui peut atteindre la non-visibilité. Si vous n'avez pas ces écrans ou ces lunettes, vous avez la possibilité de vous protéger, par exemple avec des bouteilles. Ça peut être efficace. Diapositive suivante, merci. Une blouse peut également vous protéger. Il n'y a pas de recommandation spécifique du CDC ou de la OMS sur le type de matériel pour ces blouses. La seule recommandation, c'est qu'il y ait une imperméabilité, que ce soit durant une procédure aérosol ou générale. Une blouse peut être utilisée durant tout le tour et peut être salie. Si vous n'avez pas de blouse disponible, d'autres vêtements peuvent être utilisés pour se protéger. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons un résumé ici sur cette diapositive que nous partageons pour que les travailleurs se souviennent de la meilleure façon de pouvoir se protéger. Merci Ashley pour cette présentation. Nous allons céder la parole aux personnes qui ont des questions. Je voudrais me présenter. Je suis étudiante à Stanford et ma commodératrice est Eline. Est-ce que elle peut se présenter? Oh, désolé, j'étais sur l'autre ligne. Je m'appelle Lynn Stoller et je suis spécialisé sur la question de L95. Ashley, nous avons une question sur ce qui couvre tout avec le personnel soignant qui a une couverture. Est-ce que c'est meilleur qu'une blouse? Nous savons que le risque d'orphine et d'autocompénation est plus important avec ce qui sert de substitution aux blouses que la blouse. Si vous avez la possibilité d'avoir une blouse qui peut être enlevée de manière plus facile, c'est préférable car ce sera plus sûr pour tout le monde. Pendant COVID, nous ne pensons pas qu'il y a un besoin de se couvrir intégralement. Nous pensons qu'une simple blouse est suffisante. Et la question suivante vient d'une personne qui participe. Elle demande s'il faut se laver le visage également. Eh bien, se laver le visage n'est pas une recommandation particulière par rapport à l'IPC. Le visage est surtout une partie qui doit être intacte, mais le visage est près de membranes de mucus. Et donc, si vous soignez des patients de COVID toute la journée et vous n'avez pas accès à un écran facial, il est peut-être une bonne idée d'avoir un lavage de visage ou prendre une douche de manière à ce que vous vous assurez que vous n'amenez pas les virus chez vous à la maison. Ensuite, nous avons une présentation de Cassie Cheng. Bonjour, je m'appelle Cassie Cheng. Je suis membre de l'équipe N95 d'Econ. Je suis également en train d'étudier pour ma thèse à Harvard et nous allons parler des bases des masques N95 avant d'aller à la décontamination.
Diapositive suivante. Très bien. Alors, comme Ashley a dit auparavant, il y a différents types de masques et ces masques sont différents types. À la gauche, nous avons ici des masques faits à la maison, également des masques chirurgiens. Nous avons également une protection pour les utilisateurs avec des respirateurs qui sont très sophistiqués. Nous avons au milieu des FFR qui sont des respirateurs comme des 95 ou d'autres respirateurs en rouge et orange. Dans les situations typiques, les N95 peuvent être jetés tandis que les autres peuvent être réutilisés. Ici, nous allons nous concentrer sur les FFR, particulièrement ceux qui peuvent être réutilisés, décontaminés. Suivant. Comme on a pu voir sur les autres diapositives, il y a différents modèles de N95 et différents types de masques. En supplément, il y a différents équivalents internationaux qui ont été approuvés comme NIOSH, comme le FFP2 européen et le KN95 de Chine, le P2 d'Australie. Ceci dit, ces FFR sont préparés pour toute une série de raisons, par exemple, filtrer des particules qui ne sont pas d'huile, par exemple, lors d'incendie, la pollution et contamination et également les aérosols. Et si vous regardez la droite, ces différents masques sont testés de différentes manières avec Florix pour la filtration, l'efficacité et les travaux avec machine à pression. Il faut donc consulter avec les autorités locales de la santé pour savoir quel type de masque il faut sélectionner. Ensuite, nous avons ici quelques documents qui ont été actualisés par la FDA, le CDC, avec les masques qui sont équivalents à ceux que nous avons mentionnés, 95. Et il y a des contrefaçons et mes représentations. Il y a ici l'autorisation pour les masques non approuvés. Regardez ces documents, s'il vous plaît, avant de faire une sélection ou un achat d'équipement de type N95. Merci. Suivant. Le nom N95 est assez clair dans sa fonctionnalité. N veut dire non résistant à l'huile. Le R veut dire oui résistant à l'huile et P veut dire protection contre l'huile. 95 veut dire 95% des particules sont filtrées. 100% veut dire plus de 99,7%. 99 veut dire 99% est filtré. Le mot respirateur implique tout l'air qui est respiré est filtré correctement. Le masque veut dire qu'il y a une barrière qui n'est peut-être pas scellée. Chirurgical veut dire qu'il y a une barrière hydrophobique et pas c'est la protection personnelle. Le respirateur N95 devrait protéger les gens de substances tout en permettant le flux d'air. Ce n'est pas une protection contre les gaz. Les particules peuvent venir de différentes façons et sur différentes gouttelettes. Ça peut être produit par la respiration, l'éternuement, la parole d'une personne qui est infectée. La respiration de ces particules dans la bouche ou dans le nez ou le transport de ces particules en touchant son visage est une manière primaire de transmission pour le COVID-19. Ensuite, les deux fonctionnalités les plus importantes du N95 est d'avoir une adaptabilité à un visage et un bon filtre, ce qui veut dire que les particules ne passent pas par le masque. Il y a différentes couches pour le N95 avec une filtration au milieu et sur les extrêmes, c'est simplement pour le support et le confort personnel. Ces couches sont faites de polymérique et typiquement, il y a un clip pour le nez qui est en aluminium et qui permet une meilleure adaptation et qui pourrait être également une barrière contre la mauvaise adaptation du masque. À l'intérieur du N95, il y a des matériaux de cellulose et ceci est incompatible avec les vapeurs de décontamination hydrogène peroxyde.
Parlons un petit peu de la filtration et de l'adaptabilité du N95. Il y a une filtration qui est faite d'un matériel qui attrape les gouttelettes avec une attraction de charge électrostatique et les fibres ont une captabilité tout en permettant une respiration. Il s'agit de prévenir, de faire en sorte que les particules malignes ne partent pas. L'efficacité du filtre peut être réduite avec l'endommagement du masque ou la perte de la charge électrostatique et également la protection peut être réduite avec une mauvaise adaptation au visage des poils ou des cheveux. En résumé, lorsque l'on parle de le N95 avec un virus présent, il faut qu'il y ait une étanchéité et un bon placement sur le visage. Le N95 a été préparé pour différentes façons. Nous avons à gauche un respirateur pour usage médical. À droite, nous avons le masque pour l'usage industriel. La différence, c'est valve ou pas de valve et la protection qu'il y a pour le port et pour l'utilisation. À droite, il y a une exhalation non filtrée qui ne devrait pas être utilisée dans des environnements de soins de santé. Il y a énormément de contrefaçons. Il est important de valider ces masques avec le test de ces masques. Il y a des façons dont le fabricant peut vérifier si les conditions sont remplies. Et ça peut être fait avec des laboratoires ou des labeurs. Il faut faire une adaptation avec, il faut faire un test avec le NIOSH TSA pour voir l'efficacité de la filtration. Pour pouvoir faire la filtration, les séries N, FFR sont testées à un rythme de 95 litres par minute avec de la polydispersion d'aérosol sodium chloride. Les N95 ont une filtration supérieure à 95% pour les particules de 0,02 à 0,03 microlitres. Ces masques sont également testés pour la pression de l'air sur le masque. La plus grande résistance veut dire que ce sera plus difficile pour que l'utilisateur puisse respirer. Sur ce, je vais en rester là pour une fois aux questions, si vous en avez. Très bien, merci Kazi. Nous avons une question qui a à voir avec les alternatives pour N95. À cause du manque de respirateurs N95, nous voyons beaucoup de N95. Est-ce que c'est équivalent pour la réutilisation et la décontamination? Oui, merci Lynn. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de choisir l'équivalent de N95, il faut regarder certains documents que le FDA et le CDC a présentés pour être certain que nous avons du KN95 efficace et valable parce qu'il y a énormément de contrefaçons sur le marché et beaucoup de ceux-ci n'ont pas une performance nécessaire par rapport au NIOSH. Mais autant que l'équivalent N95 a été approuvé par NIOSH et vérifié pour la filtration et l'adaptabilité et qu'il n'y a pas de cellulose, la méthode de décontamination qui a été mentionnée aujourd'hui doit être valable pour les N95. Très bien, merci. Ensuite, voici le docteur Nicole Starr. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Nicole Starr. Je suis chirurgienne de l'Université Californie-San Francisco et je suis à la recherche de Lifebox Foundation. Je vais parler de l'adaptabilité correcte du masque N95. Diapositive suivante.
Lorsqu'il s'agit de porter un N95, le premier pas, c'est faire un test. Aux États-Unis, le test pour les N95 est une procédure nécessaire et obligatoire. Ceci détermine le modèle, la taille du masque N95 qui sera le mieux adapté à votre visage pour qu'il y ait une protection et étanchéité correcte. Durant la pandémie N95, les règles ont changé pour que les tests antérieurs puissent être utilisés et que les tests N95 ont été suspendus. C'est rarement utilisé dans des environnements moins spécialisés. Je veux donc expliquer. Lorsque l'on voit ici sur la photo, on fait un test. Le testeur fait une aspersion sur le masque. L'utilisateur met un masque N95 et le processus est répété. Cette fois-ci, l'utilisateur ne devrait pas sentir le spray. Il faut faire en sorte que bouger le visage ne met pas la pénétration d'aérosol. Si c'est le cas, il faut adapter les sangles, le modèle, ou alors utiliser un autre modèle jusqu'à ce qu'on puisse passer le test. Si le test est passé avec succès, il faut utiliser ce masque-là à partir de ce moment-là. La procédure est importante du point de vue du donning, de la vérification de l'étanchéité. Il faut également être sûr que ce soit étanche, bien étanche lorsque c'est sur le visage. Ceci devrait être fait également chaque fois que l'on porte sur le visage. Pour faire un test sur le masque, il faut utiliser des gants ou des mains propres. Faites pression, comme ceci, en mettant les sangles, tout d'abord derrière la tête et ensuite autour de la nuque. Il faut que ces sangles soient droites et vous devez couvrir votre nez et votre menton. Ensuite, faites pression sur l'arête de votre nez pour qu'il y ait une étanchéité. Mettez vos mains également sur le côté et respirez. Si vous sentez ce masque bien collé à votre visage, c'est tout bon. Vous ne devriez pas sentir un échappatoire ou un manque d'étanchéité sur les côtés. Pour faire un check d'étanchéité, faites comme moi. Expirez. Vous ne devriez pas sentir de l'air sortir sur les côtés du masque et vous devriez générer une pression légère sur l'intérieur du masque. Pour enlever le masque, vous devriez éviter de vous contaminer. Vous devriez enlever le masque après être sorti d'une zone possiblement ou potentiellement contaminée et pensez que le masque est probablement contaminé sur l'extérieur. Lavez vos mains, enlevez la sangle inférieure en mettant cela vers l'arrière de votre tête, pas vers le masque. Enlevez-le comme ceci. Ceci fera que le masque ne tombera pas vers l'avant. Ensuite, prenez la sangle du haut et enlevez le masque de votre visage. Mettez cela dans un conteneur propre pour la décontamination. Ensuite, hygiène des mains avant de toucher quoi que ce soit. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il semblerait qu'on a un peu de retard. Je vais continuer. Il y a des recommandations du CDC sur l'utilisation prolongée d'équipements de protection personnelle lors de la pandémie, avec également les manques d'équipements de protection personnelle. Il faudrait également y avoir des situations limitées où on utilise des N95 avec l'utilisation prolongée qui est une possibilité, qui veut dire porter un N95 pour des périodes prolongées sans les enlever et les remettre, avec moins de risque d'auto-contamination qu'une réutilisation qui amène des cycles continus de placement et d'enlèvement. Si vous devez le faire, c'est-à-dire remettre un masque N95 sans décontamination,
assurez-vous que vous avez un conteneur adéquat et ne partagez pas les masques entre utilisateurs. Il semblerait que l'on est en train d'essayer d'avoir les diapos en place encore une fois. Donc, si vous avez besoin de mettre en place et réutiliser les masques, les conteneurs doivent être en plastique avec des trous au-dessus ou également des conteneurs qui permettent le flux d'air. Et là, on voit des exemples de ces conteneurs. Après le rangement, vous savez qu'il faut éviter la contamination, de toucher les conteneurs, les garde-masques. Ne réutilisez pas des N95 qui sont sévèrement contaminés, par exemple avec des procédures aérosols. Ceci devrait être décontaminé directement. Ne partagez pas des N95 avec différents utilisateurs et ne permettez pas que les sangles touchent le masque car ceci augmente le risque d'autocontamination. Les N95 peuvent être mis de côté pour décontamination après des procédures aérosols ou après avoir porté ces masques. Ils sont souvent salis à l'extérieur avec des fluides ou du sang, ou à l'intérieur avec de la vaseline, de l'huile, ou ils sont parfois déformés ou brisés. Lorsque c'est le cas, ils doivent être simplement jetés. Nous avons maintenant la possibilité d'une fois question. Merci Nicole. Nous avons une question qui nous a été envoyée via le chat. Nicole, est-ce qu'il y a un test d'adaptabilité qui doit être fait de manière plus fréquente? Bon, c'est fait une fois par an comme règle générale, mais au moins d'avoir changé de poids ou de visage, de forme de visage, la taille ou le modèle de N95 ne devrait pas changer sur une période réduite de temps. C'est une décision qui est due à la non-nécessité de faire des tests continus à cause de la pandémie, également avec le fait qu'il y a un contact proche avec les personnes. Mais il est important de faire en sorte que le test d'étanchéité soit quand même fait de manière à ce qu'on sache que le masque est étanche. Très bien, une autre question. Comment est-ce que l'on détermine la taille du masque N95? Il y a différents modèles qui viennent dans différentes tailles. Par exemple, le masque 3M vient en taille petite, moyenne ou grande. Votre hôpital pourrait ne pas avoir accès à toutes ces tailles et c'est donc important de faire ce test de l'étanchéité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Je crois que nous sommes prêts pour la présentation de Tyler. OK, merci à tous. Ça va être la section sur la décontamination, sur les principes généraux pour savoir comment évaluer la décontamination N95 ainsi que les méthodes qui ont été prouvées comme étant plus efficaces pour la décontamination. Je suis Tyler Chen, étudiant en maîtrise à l'Université de Stanford et c'est la section sur la décontamination N95. Donc, lorsque l'on fait une évaluation de décontamination de N95, il y a 4 éléments clés à tenir en compte. Tout d'abord, une méthode ne doit pas endommager la capacité de N95 de continuer à faire une filtration plus de 95% des particules. Ensuite, l'adaptabilité, c'est-à-dire l'étanchéité sur le visage, ne doit pas être endommagée. Surtout, il faut il faut éviter de réduire l'efficacité contre les virus, c'est-à-dire tuer les virus et
les autres virus et microbes. Lorsque l'on décontamine, il faut toujours évaluer un risque d'infection non seulement de SARS-CoV-2, mais aussi d'autres microbes ou maladies. Et finalement, la méthode ne doit pas laisser des résidus qui pourraient causer une menace pour l'utilisateur. Je vais présenter les méthodes de décontamination traitées avec les risques et les limitations inhérentes. Je veux qu'il soit clair que la majorité des sources que nous citons ici ont été revues ou ont été mises en pratique par les hôpitaux. Ceci dit, avec des études préliminaires, il y a beaucoup d'imprécisions et de variabilité. Pour ceux qui sachent que ce qu'est l'astérisque, c'est ce qui a déjà été utilisé et qui a été prouvé. Continuons. Alors, commençons avec la performance N95, c'est la filtration et l'adaptabilité. Malheureusement, il faut que l'on sache que lorsque la décontamination est faite, il va y avoir une grande dépendance à la méthode de décontamination et l'utilisation du N95. Donc, il faut que l'on puisse dire qu'il y a une méthode valable pour toutes les décontaminations, indépendamment du masque ou du virus, mais il est clair que certaines méthodes peuvent causer une altération de la filtration et ça réduira le nombre de cycles pour lesquels le masque continuera à pouvoir être utilisé. Avec plus d'informations, vous pouvez aller à N95 d'Econorg publication, où nous avons des rapports techniques et des données sur les modèles N95 avec des protocoles de test sur les modèles en question. Donc, même sans la décontamination, c'est une partie très importante, même sans les protocoles de décontamination, il y a des modèles N95 qui vont perdre leur étanchéité sur le visage en ayant porté le masque 5 fois. D'autres vont durer 15 fois. Cela veut dire que même si vous ne faites pas une décontamination, le masque lui-même va perdre son efficacité avec le temps, avec les utilisations successives. Ce qui veut dire également que les utilisateurs doivent faire en sorte que l'étanchéité est encore une réalité si vous réutilisez ces masques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et lorsque l'on évalue l'efficacité de ces méthodes pour la décontamination, nous allons voir la hiérarchie de résistance à la pathogène pour la désinfection. Les spores bactériels sont difficiles à tuer. Des méthodes ont obtenu jusqu'à 6 réductions avec une baisse de la concentration des pathogènes avec une réduction qui réduit 1 million de pathogènes actifs. Pour la décontamination, l'objectif principal à cause du COVID-19 est d'activer la liquidation, l'élimination du virus SARS-CoV-2. Vous voyez qu'ici, il y a une résistance relativement basse. La FDA recommande une réduction de 3 logs avec l'autorisation d'utilisation de procédures de décontamination. Et c'est pour réduire 1000 virus actifs à 1 ou moins. Il y a une possibilité d'une chaleur humide, mais ceci montre qu'il est important que les méthodes dont on va parler, il y a différents niveaux de désinfection. Il faut parfois s'inquiéter d'autres types de pathogènes qui restent sur le masque. Pour commencer, c'est une des questions qui a été posée dans le chat. Il y a une méthode qui a été prouvée comme étant inefficace. Si ces méthodes ne sont pas utilisées pour la décontamination N95, ce n'est pas efficace parce que ça endommage la filtration du N95 ou parce que ça n'élimine pas le virus. Les méthodes qui endommagent la filtration, c'est le savon, l'alcool, par exemple de la solution hydroallergique, radiation gamma et également l'utilisation de javel. D'autres méthodes qui ne tuent pas
Le virus, c'est le stockage sur une soirée. Ça ne donne pas le temps pour que le virus perde son efficacité. Également, les rayons ultraviolets ne donnent pas une dose suffisante UV pour tuer le virus. La lumière du soleil est également insuffisante et ne tue pas le virus en fonction des études qui ont été menées. Et il faut se souvenir que ramener des masques contaminés à la maison est très dangereux parce que le risque de contamination est très élevé. Si vous avez une décontamination, ça doit se faire dans un hôpital ou dans un endroit qui est habilité à ce faire. Voici un résumé des principes de décontamination du N95. Il est très important de penser à ceci lorsque l'on fait une évaluation sur la décontamination du N95 si vous êtes à court de matériel. Clairement, la meilleure chose que l'on peut faire, c'est utiliser un nouveau N95, mais nous savons qu'il y a un manque de masques et que ceci n'est certainement pas possible dans beaucoup de cas. Avant la décontamination, il est important d'évaluer la filtration du N95, que ce soit préservé avec les protocoles de décontamination. Également, l'adaptabilité au visage doit être préservée. L'inactivation doit faire une réduction de 3 logs de COVID-2 et une stérilisation qui doit être utilisée également avec une réduction de 6 logs de spores bactériales. Et également, les risques doivent être réduits pour ne pas être exposés à la contamination. Voyons les méthodes de décontamination avec hydrogène peroxyde vaporisé, la radiation germicide UVC, la chaleur humide et le temps, c'est-à-dire attendre avant de réutiliser. La première décontamination pour le N95 est le hydrogène peroxyde vaporisé. Cette méthode utilise des instruments spécifiques de compagnies qui génèrent de vapeur hydrogène peroxyde. L'hydrogène peroxyde est un stérilisant solide et qui tue les microbes, protéines, ADN et ARN. Une des caractéristiques de cette méthode est que la vapeur peut pénétrer dans un endroit sombre, pas comme la lumière, et finalement, ces produits ne font pas de mal. Cette méthode, si vous regardez le site web, pour l'inactivation du coronavirus, cette méthode a éliminé l'efficacité du SARS-CoV-2 et d'autres organismes comme des spores bactérielles sur la surface du N95 après l'utilisation. Ceci veut dire que la vaporisation est un désinfectant de haut niveau avec moins d'inquiétude sur d'autres pathogènes étant présents après cette vaporisation. Il a également été prouvé que cette vapeur n'endommage pas les filtres ou le reste du masque après 20 secondes. Ça veut dire que la limite de la réutilisation avec l'hydrogène de peroxyde va être la perte d'adaptabilité après avoir placé et enlevé le masque. Il faut cependant tenir en compte du fait que c'est un risque respiratoire et il faut donc que ceci ne soit pas respiré directement et l'aération du masque est nécessaire, ce qui veut dire que le masque puisse perdre ce gaz avant d'être réutilisé pour que la personne qui l'utilise ne soit pas exposée à l'oxyde d'hydrogène. Malheureusement, ceci nécessite du matériel qui est cher et du personnel qualifié. C'est incompatible avec de la cellulose, comme on a dit tout à l'heure. Le N95 qui n'a pas de cellulose doit être utilisé si cette méthode est celle qui est la méthode souhaitée. Sur notre site web, N95Decon, hydrogène peroxyde, nous avons plus d'informations avec une liste de nos rapports techniques sur l'hydrogène peroxyde pour savoir quels sont les modèles N95 qui ont de la cellulose et ceux qui n'en ont pas pour avoir une meilleure idée sur les masques qui peuvent être compatibles ou pas avec cette méthode. Voici un résumé de cette méthode avec la méthode qui vient d'être décrite. Comme je le dis tout à l'heure, si c'est fait correctement, la vaporisation d'hydrogène peroxyde peut réduire
De ce niveau, la présence de SARS, COVID et d'autres spores bactériologiques. Et il faut que la dose soit correctement administrée sur les masques. Les performances N95 semblent fonctionner bien. La filtration permet d'utiliser 20 cycles, mais le N95 ne doit pas être fait de cellulose et vous pouvez vérifier le cycle qui est utilisé, peut être utilisé. D'autre part, il faut avoir une aération correcte du N95 avant la réutilisation. Nous avons quelques questions sur la réutilisation de hydrogène de peroxyde de 6% pour la décontamination de N95. Cette méthode est possible, mais ce 6% d'hydrogène peroxyde d'immersion n'a pas encore été validé à 100%. Et également, ça n'a pas été validé pour l'inactivation virale. Il y a des inquiétudes que la surface ne soit pas complètement décontaminée. Il y a des études en cours. Nous allons actualiser cela sur notre site web N95 Silicon hydrogène peroxyde. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors nous sommes sur notre deuxième méthode, c'est celle de l'ultraviolette ou UVC. Vous avez sans doute entendu parler de l'ultraviolet pour la décontamination. Spécifiquement, ce que ceci veut dire, c'est la région UVC du spectre électromagnétique. Vous voyez la ligne violette. Lorsque vous regardez le spectre, vous voyez les différentes couleurs avec la lumière visible, mais lorsque nous allons vers des lumières à plus grande énergie, nous passons UVA et UVB, qui ne tuent pas les germes. Nous entrons dans la zone UVC, qui, elle, tue les germes. Des ondes très réduites, même plus basses que UVC, qui peuvent générer de l'ozone de l'air. Vous pouvez peut-être vous poser la question sur cette région UVC. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement germicide? Et vous voyez juste en dessous, avec cette ligne violette, vous voyez ici, il y a une forme de V avec un pic à 260 nm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'efficacité à l'heure d'annuler les pathogènes. Il y a donc un pic à 260 nanomètres et c'est parce que les radiations UVC inactivent les pathogènes en endommageant leur matériel génomique. Et l'ADN et l'ARN ont une absorption maximum à 260 nanomètres, ce qui veut dire que l'efficacité de décontamination est augmentée dans cette fourchette avec 260 nanomètres qui est utilisée pour la décontamination. Diapositive suivante. Lorsque l'on est dans cette fourchette UVC germicide, la littérature suggère qu'une dose de radiation qui représente l'intensité intégrée de lumière pour le N95, ce n'est pas seulement le temps d'exposition, mais également l'intensité de la lumière qui est administrée sur cette période. Les radiations totales, la dose minimale de 1 joule par centimètre carré sur le matériel N95 requis. Ce qui doit être dit, c'est que les sangles ne sont pas aussi facilement décontaminées. Il est possible qu'il soit nécessaire d'une deuxième contamination avec, par exemple, un désinfectant. La dose minimale qui est plus grande que 1 joule par centimètre carré est beaucoup plus élevée que les doses qui étaient considérées comme étant efficaces auparavant pour la décontamination superficielle. Il faut savoir pourquoi auparavant on disait on pouvait utiliser cette dose moins importante pour décontaminer. Maintenant, c'est pour N95, il faut aller plus haut. Mais la raison est, semble-t-il, l'atténuation de la lumière UVC lorsqu'elle passe à travers les couches de la N95. Les doses plus élevées sont nécessaires pour décontaminer les couches intérieures du respirateur qui ont besoin d'une dose inférieure pour la surface. Avec ces doses élevées de UVC, il faut savoir si l'on endommage le matériel de respirateur de N95. La littérature semble indiquer que la filtration est maintenue après 10 à 20 cycles de traitement avec les
1 joules par centimètre carré. Les cycles de réutilisation vont être dictés par le manque d'adaptabilité dû au placer et déplacer ce masque. Vous pouvez aller sur le site web pour davantage d'informations sur tout ceci et beaucoup plus de recherches pour chacun des aspects de l'utilisation de l'UVC. En résumé, il semblerait que les doses UVC germicide de 1 joule par centimètre carré ou plus est suffisant, supposément, pour inactiver le SARS-CoV-2 sur les N95, même si la quantité d'inactivation va dépendre du modèle N95 utilisé. Vous pouvez aller sur notre site web pour voir en davantage de détails quels modèles ont été validés pour UVC. Il est important de savoir que le 1 joule par centimètre carré de dose est absolument essentiel. Cette dose doit être certifiée lors du cycle de décontamination avec un senseur de UVC. C'est un senseur qui est spécifique pour l'UVC et n'absorbe pas les UVA ou les UVB parce que cela pourrait modifier les calculs et ne pas donner une lecture correcte de ce joule par centimètre carré. Toutes ces doses administrées doivent permettre l'utilisation de N95, mais la détérioration sera causée par le placement et le déplacement du masque. L'UVC peut faire du mal aux cellules humaines. Il faut donc un contrôle pour faire en sorte que les êtres humains ne sont pas exposés à l'UVC. Les UV pour la maison ne sont pas efficaces. La lumière du soleil ne sont pas efficaces. Et en plus de ça, les lampes et lumières UVC peuvent provoquer une émission d'ozone. Si vous êtes intéressé par tout ce sujet, vous trouverez ça sur notre site web n95decon.org/UVC. Et vous pouvez trouver également ces informations sur YouTube avec N95 comme référence. Ce webinaire contient d'informations plus scientifiques sur l'utilisation de ces méthodes pour que vous ayez une bonne idée sur la manière d'évaluer ces méthodes si elles sont utilisées dans votre centre de santé ou votre hôpital. Les détails d'implémentation peuvent être trouvés sur notre site web. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La troisième méthode finale, c'est la chaleur humide pour décontamination. En général, le virus peut être inactivé avec une quantité de chaleur qui est administrée avec de l'humidité sur une période de temps. À une très haute température, comme il est d'attendre selon les méthodes de stérilisation, à de très hautes températures, le virus sera éliminé très rapidement. Malheureusement, si vous regardez à droite, le plus haut la température, la plus élevée la détérioration du respirateur. Ce serait bien de pouvoir dire, OK, on va laver tous nos respirateurs, mais il semble que les hautes températures vont endommager les masques. Malheureusement aussi, de l'autre côté de la barre, vous voyez que les températures réduites vont réduire l'efficacité d'élimination du virus. Donc, des températures moins élevées ne vont pas donner les résultats espérés. Il y a donc cette zone intermédiaire qui permet d'éliminer suffisamment le SARS-CoV-2 sur une période d'une heure ou un peu plus. Regardons les éléments. Pourquoi est-ce que l'on a choisi ces marges? Lorsque l'on regarde l'inactivation du coronavirus, il y a très peu d'études sur le coronavirus et l'élimination à cause de la chaleur, mais des revues, des études récentes montrent que 70 degrés Celsius de chaleur sèche pour 60 minutes ont inactivé le SARS-CoV-2 sur des conditions normales de laboratoire. Les conditions de laboratoire, qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, cette étude n'a pas inclus des protéines importantes et des
éléments d'environnement comme par exemple des gouttes d'éternuement et également ceci n'a pas montré une stabilisation. Donc, pour 60 minutes, ça ne va pas donner une marge de sécurité pour une situation réelle. Par conséquent, nous recommandons une température plus élevée et à une période plus élevée dans des conditions de laboratoire. Un résultat prometteur, c'est que 50 à 85% d'humidité montre l'augmentation d'inactivation du virus de la grippe sur N95 de métal. Nous pensons donc que cette augmentation de l'humidité va inactiver également le SARS-CoV-2 durant le traitement de phase chaleur. Il faut également noter que le SARS-CoV-2 n'est pas inactivé par des traitements de chaleur sèche. C'est quelque chose qui est assez largement mal compris parce que les études initiales n'étaient pas claires sur les doses nécessaires avec de la chaleur sèche qui n'est certainement pas suffisante pour l'élimination du virus. Pour l'intégrité du masque N95, beaucoup de modèles maintiennent leur forme et leur performance de filtration lors de différents cycles de 30 minutes à 70 à 95 degrés Celsius et 50% plus d'humidité. Il faut se souvenir cependant que chaque modèle N95 peut répondre de manière différente à la chaleur. Beaucoup de modèles n'ont pas encore été l'objet de tests et il est important de vérifier l'étanchéité du masque pour être certain qu'il est encore bon et que l'étanchéité est maintenue indépendante et intacte. En résumé, sur cette méthode de chaleur, l'inactivation de SARS-CoV-2 est à 70 à 95 à 85 degrés Celsius avec une humidité de plus d'1 heure. Il faut se souvenir que cette méthode pourrait ne pas inactiver tous les pathogènes. Il y a donc encore le risque d'existence de spores ou de bactéries pour contaminer le masque, même après la décontamination. Donc, le masque doit être traité comme étant un masque encore contaminé. Pour la performance N95, beaucoup de modèles N95 ont maintenu leur forme et les caractéristiques de filtration après 5 cycles à 85 degrés Celsius et 80% d'humidité sur 30 minutes, ce qui veut dire que l'on peut réutiliser avec efficacité. Et pour l'instant, on est en train de voir s'il y a davantage de cycles pour l'utilisation. Pour la mise en place, vous voyez notre site web et également notre webinaire antérieur avec l90decon.org, également YouTube, où nous voyons la mise en pratique de ces méthodes de chaleur et d'humidité. Ce sont des méthodes qui peuvent être faites dans des fours, mais il faut se souvenir que même si cette méthode est très accessible pour beaucoup dans le monde, amener des masques de contaminer la maison est extrêmement dangereux et un risque significatif de contamination. La décontamination doit toujours être faite dans un hôpital ou dans un endroit assigné. Finalement, il y a une série de processus qui n'ont pas encore été homologués par l'FDA. Finalement, s'il n'y a pas de choix, le CDC dit laisser le masque à température de la chambre pour plusieurs jours pour décontamination spontanée. Cependant, il n'y a pas de données pour savoir combien de temps le masque doit être resté à une température ambiante pour que le virus soit éliminé. Il faut le maintenir dans des conteneurs où il y a une circulation d'air, que ce conteneur soit maintenu pour 7 jours dans la salle, pour 7 jours. Garder le masque pour la soirée n'est pas une solution. Il faut plus de 7 jours ou plus. Ça ne protège pas contre la bactérie ou la moisissure et il faut être certain qu'il n'y a pas de possible contamination. Vous trouvez davantage d'informations sur notre site web, Endicon /Time. Il y a une étude sur le temps nécessaire pour que le SARS-CoV-2 soit inactif sur des surfaces du N95. Voilà pour la partie de la décontamination. Si vous voulez davantage d'informations sur la mise en place, allez sur notre site web et notre webinaire. J'espère que ceci vous a servi d'information et je suis disponible pour les questions que vous pourriez avoir.
Merci Tyler pour ceci. Nous sommes heureux d'avoir 3 experts supplémentaires en ligne. Nous avons le Dr David Rampel, professeur de médecine à l'Université de Californie, San Francisco. Dr. Apple est le spécialiste sur l'hydrogène peroxyde, décontamination. Ensuite, nous avons des experts sur décontamination. De l'Université de Californie. Première question. Dans des climats plus chauds et humides, on a des questions qui se combinent en une en fait. Dans ces climats, on voit des températures de 30 à 32 degrés Celsius et une humidité à 67%. Est-ce que l'on peut utiliser cette chaleur et humidité ambiante ou simplement pendre un masque sur le rétroviseur de la voiture pour décontamination? Oui, malheureusement, ces températures ne sont pas suffisantes pour éliminer le virus à un taux élevé, par exemple 70 à 85 C pour une heure, nécessaire pour inactiver le virus. Et pour réduire la température, il faut davantage de temps d'exposition pour que le virus soit inactivé. Par conséquent, la méthode d'attente de réutiliser dans ces climats peut être plus efficace. Ce ne sera pas beaucoup plus efficace, mais le stockage du masque à température ambiante pour 7 jours peut être suffisant pour l'inactivation. Pour vous, dans des climats plus élevés, cette température ambiante peut être plus élevée et le temps nécessaire pour la décontamination peut être moins élevé, mais les études n'ont pas encore confirmé ceci. 7 jours semble encore être le minimum. On a une question supplémentaire. 7 jours à 50 C ou 120 degrés Fahrenheit, est-ce que ce sera suffisant? Ouais, je vois la question. 7 jours à 50 C et un conteneur ou une maison. Oui, alors 7 jours à température ambiante semble être suffisant pour éliminer le SARS-CoV-2. Il faut que ce soit dans un conteneur avec une circulation d'air pour qu'il n'y ait pas d'autres pathogènes qui se multiplient. Si cette température ambiante à 50 degrés Celsius dans un conteneur, ce sera quelque chose qui fonctionnera et fonctionnera mieux à la plus haute température. Mais il faut se souvenir que l'on ne veut pas que le N95 soit une source de chaleur directe. Par exemple, avec une résistance dans un four, une exposition directe à cet élément de chauffe va causer un influx de chaleur supplémentaire au N95 et l'endommager. S'il y a une méthode de chauffement, il ne faut pas que le masque soit en direct contact avec ces sources de chaleur. Merci, Tyler. Nous avons une question qui revient souvent au sujet de la décontamination UVC. Combien de temps est nécessaire pour décontaminer un masque N95? Voilà une bonne question. Il faut clarifier. Avec la méthode UVC, ce qui est important, c'est pas le temps que le masque est exposé à UVC, mais ce qui est important, c'est que vous avez une dose UVC. C'est l'intensité totale de lumière intégrée qui est administrée lors de l'exposition. Et cette dose doit être d'au moins 1 joule par centimètre carré. Ceci dépendra fortement non seulement sur la source d'UVC qui est utilisée, le temps d'exposition à la source, mais également comment le masque est orienté par rapport à cette source. Par exemple, si le masque est plus éloigné de la source, il faudra plus de temps pour recevoir la même dose et moins si on est plus près de la source. Merci Tyler. Lynn, c'est la question suivante. Oui, nous avons une question pour Dr. David Rampel. Rampel, est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur l'hydrogène peroxyde ou oxygéné pour décontaminer? Qu'est-ce que nous savons et ne savons pas sur cette méthode et est-ce que nous pouvons utiliser cela dans nos hôpitaux étant donné notre manque de ressources? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Alors, je suis heureux d'être parmi vous. Alors, l'eau oxygénée semble être une méthode prometteuse pour la décontamination. Ce n'est pas cher, c'est facile à faire.
Vous mettez le masque pour 30 minutes dans de l'oxygène, de peroxyde d'hydrogène, et ensuite vous laissez sécher pour 2-3 jours. Cela devrait tuer presque tous les micro-organismes. Et le problème est que, tout d'abord, il pourrait y avoir des bulles d'air entre le liquide et le masque, en particulier les masques avec une surface hydrophilique. Cela peut bloquer la capacité de l'oxygène pour tuer les micro-organismes. Il y a des recherches qui sont en cours pour ceci. Aussi, nous n'avons pas d'informations encore ou de données sur la déactivation du SARS-CoV-2 du peroxyde d'hydrogène. Et finalement, ça peut altérer la forme du masque. Et il y a donc des études qui sont en marche pour étudier ces trois facettes, mais il semble que c'est une méthode assez facile à utiliser, mais j'insiste, il faut faire davantage de recherches qui devraient être complétées au cours de ces prochaines semaines. Très bien, je crois que Marianne a trois questions pour l'équipe de dioxyde de chlorine. Oui, Sumner et Chris ont une question sur la décontamination des masques N95 avec cette méthode. Chris Chizzy de l'Université de Stanford, vous m'entendez? Alors, le dioxyde de chlorine est un gaz de température de salle et est efficace dans des environnements humides, 65% d'humidité relative ou plus. Ça tue les bactéries et les spores au niveau 6, dont Tyler a parlé auparavant. Et ça a été généré dans des équipements commerciaux, dans des environnements contrôlés. Et il existe des études en marche pour valider cela, pour recevoir l'autorisation de la FDA. Ça n'a pas encore été publié, ceci dit. Et il semblerait que ça ne cause pas de dommages à la filtration ou le flux d'air. L'adaptabilité avec l'élasticité des sangles pourrait avoir un impact sur ceci. Et le gaz de dioxyde de chlorine peut avoir un problème. Quelques heures sont certainement nécessaires, mais ces informations ne sont pas encore disponibles. Je crois que c'est un bref résumé de nous en sommes pour l'instant. Merci, Lynn. Merveilleux. Alors, nous avons une question pour Tyler. Dans une situation où j'ai seulement un N95 ventilé, est-ce que je peux l'utiliser pour des soins de médecine ou pas? Très bonne question. Si je rate quelque chose, dites-le moi, mais bon, que je sache, si vous avez seulement un N95 ventilé, ça veut dire que tout le monde autour de vous n'est pas protégé de votre expiration. Si vous devenez malade, vous pouvez transférer le virus à tous vos patients, ce qui serait une catastrophe. Si vous n'avez que seulement un N95 ventilé, je crois qu'il est plus efficace d'utiliser des masques de chirurgien comme Ashley a montré lors de son exposition. Est-ce que c'est bien que ça? Ouais, ça dépend de ce que vous essayez de faire. Vous pouvez utiliser un masque de chirurgien au-dessus d'un autre masque, mais ce ne sera pas aussi bien au niveau de prévenir la transmission à d'autres. Et ça vous protégera, vous. Si vous n'avez rien d'autre dans une situation de risque, cela vous donnera la protection maximale avec un masque de chirurgien, oui. J'ai vu des commentaires sur simplement couvrir le point d'aération. Je pense que si c'est la seule solution, oui, ça peut peut-être faire quelque chose. Il y avait une question tout à l'heure sur Ethylene Blue. Alors, Ethylene Blue, c'est éthylène d'oxyde. Décontamination, c'est quelque chose qui est en cours de test de manière intensive. Il y a 2-3 questions d'éthylène d'oxyde. Si c'est utilisé avec du personnel, c'est efficace pour la décontamination de N95. Pour tous les pathogènes, ça reste intéressant.
Mais il y a quelques sujets d'inquiétude, particulièrement les fumées résiduelles de l'oxyde d'éthylène qui sont encore sur le masque après la décontamination. Aux US, le CDC n'a pas recommandé de l'éthylène dioxyde pour la décontamination de N95 et je pense que les études en cours montreront davantage de choses et nous allons mettre ça sur notre site web concernant les gaz résiduels qui sont sur le masque. OK, on va en rester à une question supplémentaire. Est-ce que ces méthodes de décontamination sont pour les masques sans aération? Oui, ça va dépendre de la méthode et du modèle concret. Pour autant que les lignes de recommandation sont suivies, en vérifiant le modèle sur si ça a été validé ou pas et le nombre de cycles qui ont été validés avec la chaleur, c'est très important. Très bien, voilà pour les questions. Très bien, eh bien, merci. Désolé, vous allez montrer nos diapos de clôture si vous les avez. Très bien, allez, allez-y. Ouais, merci. Merci à toute l'équipe N95 Déconne. Vous pouvez voir ici, il y a différentes façons de contacter le groupe N95 Déconne et l'assistance au niveau international. Nous avons un groupe WhatsApp, si vous voulez à la diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a le code ici pour se connecter sur le chat WhatsApp pour que cette conversation soit continue, car il est très important de maintenir le flux ici. Merci à l'équipe N95 École pour cette super session. Nous avons pris du temps, mais on pense que c'était important. Nous allons faire un sondage bref qui sera posté par notre hôte de la session. Ça va nous donner une information très, très importante. Autrement, merci et on se retrouvera lors de notre prochaine séance.